Bonjour. Aujourd'hui, je vous lis quelques extraits du dernier ouvrage de la philosophe Emily H. De la génération, enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, qui vient de paraître aux éditions La Découverte dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond. Je poursuis ma lecture de l'introduction. Pendant des siècles, cette conception chrétienne du monde a coexisté avec, plus que remplacé, la conception générative des sociétés de subsistance. Il nous fallait alors tenter de répondre à la question de savoir comment elle s'était progressivement substituée au paradigme de la génération et en était venue à modifier nos manières d'habiter le monde. Autrement dit, qu'était devenu le paradigme de la création dans la modernité ? Cette transformation constitue un énorme manque dans la trame de notre histoire, et tant que je n'en avais pas trouvé le ressort, ce fil chrétien me menait à une impasse. On venait d'entrer dans la période si étrange du premier confinement, dont on pouvait ressentir sans nécessairement savoir l'expliquer, la teneur quasi religieuse, liée à la suspension, pourtant réputée impossible, de notre système économique. L'origine, c'est-à-dire aussi la nature religieuse de l'économie, était à mes yeux une évidence depuis la lecture du fragment que Walter Benjamin avait consacré à cette question. Mais je n'avais jamais trouvé jusque-là de texte qui en fasse la démonstration. La découverte de l'ouvrage d'Agamben, Le règne et la gloire, qui propose une généalogie du fondement théologique de l'économie, était le livre que j'attendais. Agamben y retrouve le point de passage entre une conception du monde créé et notre modernité, en suivant la progressive incarnation dans l'histoire de la première via l'oikonomia, c'est-à-dire l'étude de l'institutionnalisation du christianisme tout au long du Moyen-Âge européen. Il s'agissait donc de relire ce chapitre manquant de notre histoire au prisme de la disparition du paradigme de la génération. Il n'était progressivement plus question d'engendrer un monde déjà là, mais de jouir des ressources infinies que Dieu, dans son infinie bonté, avait mises à notre disposition, en apprenant à déchiffrer l'ordre providentiel du monde. Or, comme on le verra, ce n'est pas seulement la discipline naissante de l'économie qui s'avère être une traduction sécularisée de l'oikonomia chrétienne, mais le concept de production qui émerge au même moment n'est rien d'autre qu'une version, elle aussi sécularisée et anthropocentrée, de celui de création. De même que le Dieu chrétien crée l'entièreté du monde au lieu de prendre place dans un monde vivant, on n'accompagne plus la régénération du monde par des rituels et une immense attention. On le produit et le reproduit sans limite. Il s'agit désormais de s'affranchir de ou dominer la nature, revendiquée comme le fait d'entrer dans un monde résolument masculin. Il devenait alors pertinent de réouvrir la question des sociétés matriarcales, interdite par notre mythe de création exceptionnaliste, censé articuler tout autrement les questions de génération et de genre. De même que les sociétés sans État constituent l'essentiel de l'histoire de l'humanité, que les sociétés égalitaires furent beaucoup plus fréquentes, durables, nombreuses et hétérogènes que l'histoire enseignée dans nos sociétés industrielles nous l'a appris, l'existence de sociétés matriarcales est tout à fait envisageable, quoi que l'on entende par là. Pourquoi un tel acharnement de la part des hommes et des femmes, des sociétés industrielles à nier la possibilité même de leur existence ? Qu'est-ce qui, épistémologiquement, nous autorise à réduire l'histoire de l'humanité à des rapports de domination des hommes sur les femmes ? Et qu'est-ce que ces sociétés nous apprennent qui menacent tant nos sociétés industrielles ? Que le maintien des conditions d'habitabilité du monde, et pas seulement d'une partie de la société au détriment de tout le reste, loin de pouvoir être relégué aux femmes et assimilé, engage l'ensemble d'une société, femmes et hommes, ancêtres et enfants, humains et autres vivants, et que ce partage des puissances génératives sur lequel elle repose est très probablement la condition d'émancipation de toutes et tous. Or, si les sociétés matriarcales nous montrent que des sociétés humaines sont capables d'organiser leurs propres limites et témoignent d'une façon égalitaire de le faire, elles posent en retour la question de savoir comment nous pouvons créer des limites à notre illimitisme. Autrement dit, comment nous envisageons de réarticuler la question des rapports de genre et celle de la régénération du monde pour tenter d'arrêter le désastre en cours et sortir de notre société extractiviste.